Au départ, le titre est parti quand même sur un modèle qui est un peu connu, c'est là le dictionnaire amoureux. Mais on ne peut pas utiliser le terme dictionnaire amoureux, il est déposé par l'éditeur qui a créé la collection dictionnaire amoureux. Bon, il y en a un certain nombre. Bon, donc avec Pierre-Julien Marest, on s'est posé la question de l'utilisation d'un autre adjectif quoi, pour caractériser le dictionnaire, parce que le dictionnaire tout court ça paraissait un peu terne, et puis c'était pas vraiment l'esprit. Il y a quand même, c'est pas un dictionnaire, encore une fois, qui vise pas ni à l'exhaustivité ni à l'objectivité, et donc c'est lui qui a trouvé, je crois, le mot enchanté, qui avait l'avantage de faire une petite allusion à Jacques Demy, dont on disait le cinéma enchanté en deux mots, bon, et puis qui renvoie à la musique tout simplement, donc, et en même temps qui peut être aussi, j'espère en tout cas, la source de l'enchantement chez le lecteur. Donc il y avait, voilà, il y a pas mal de... Après il y a peut-être des gens qui trouvent ça un peu cucu, je sais pas. Ah non, j'aime bien. Mais je sais j'ai vu un article sur le livre qui faisait une petite critique sur le titre. Enfin bon, rien d'extraordinaire. Il disait que c'était un titre un peu naïf. Après tout, ça me dérange pas parce que la naïveté du titre me va assez bien. Il y a une part d'autobiographie effectivement dans ce bouquin, puisque j'essaye de partir, pas toujours, mais enfin régulièrement, assez souvent du moment où j'ai découvert en fait le compositeur ou le cinéaste dont je parle, éventuellement le film. Donc oui, et comme j'essaye d'adopter, disons, le point de vue de l'auditeur, enfin de l'auditeur ou du spectateur, disons, mais du spectateur-auditeur, c'est-à-dire que c'est mon point de vue et mon histoire d'une certaine façon que je raconte, mais à travers ce point de vue et cette histoire, j'essaye aussi de correspondre avec le jeu des lecteurs, quoi. Enfin, c'est-à-dire que les lecteurs s'identifient, enfin, si ce n'est à moi, du moins à ce que je raconte, et que ça puisse effectivement constituer aussi un appel à l'autobiographie du lecteur d'une certaine manière, ou en tout cas un appel à ses souvenirs, à ses impressions, à ses sensations, à ce qu'il a éventuellement... alors parfois, j'imagine qu'il y a des lecteurs qui connaissent beaucoup de choses dont je parle, d'autres beaucoup moins, donc ça dépend évidemment de qui lit l'ouvrage, mais enfin c'est ça, c'est aussi un appel à la découverte évidemment pour tout ce qui n'est pas connu des gens qui le lisent, hein. Mais oui, non, en tout cas je revendique l'aspect subjectif d'abord, donc partisan pour une part, même si c'est pas pour moi c'est pas un livre de critique, parce que je n'ai choisi que des compositeurs, enfin des musiques, des films, des cinéastes que j'aime, ou en tout cas dont j'aime le travail, et donc c'est pas de la critique au sens où c'est pas la ligne de partage entre ce qui est bon et mauvais, même si bon, je donne mon avis, hein, voilà, sur disons des trajectoires ou des œuvres de certains compositeurs par exemple, bon, mais donc il y a effectivement un refus de l'objectivité, enfin, et de la critique, puisque bon, c'est quand même pas exactement la même chose, et il y a un appel, oui, il y a un appel à une écriture personnelle, quoi. Voilà. Oui, je pense que c'est ce que j'avais envie de faire au stade où j'en suis, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de textes, disons, critiques au sens classique du terme dans ma vie, avec parfois une petite tentation du jeu, mais souvent un peu en retrait. Donc là, je me suis un peu... j'ai fait mon coming out, si je puis dire, c'est-à-dire que là, le jeu est vraiment présent. Après, il ne faut pas qu'il soit non plus trop envahissant, hein, mais bon, j'espère qu'il ne l'est pas trop, mais il est présent en tout cas. Et moi, ça m'a ramené de manière amusante un peu au leurre de l'objectivité de la critique, quoi. C'est-à-dire, finalement, toute critique est un peu autobiographique, c'est pas une science exacte. Oui, la critique n'est pas objective, ni effectivement ni une science exacte, enfin scientifique, même s'il y a des gens qui prétendraient qu'elle pourrait l'être, qu'elle devrait l'être, enfin bon, qui essayent de donner des critères de scientificité, entre guillemets, ou d'objectivité. Bon, moi j'ai jamais cru à ça, mais après, disons, dans la manière dont on écrit une critique, il peut y avoir une affirmation plus personnelle que... Enfin, ça dépend, quoi. Donc là effectivement, j'étais un peu plus loin, un cran au-dessus de ce qu'on... Bon, quand il m'arrive de faire de temps en temps, pas très fréquemment, ces dernières années, mais enfin de temps en temps j'écris un texte dans les Inrocks par exemple, quand il s'agit de la critique, bon, j'écris pas de la même manière parce que je considère que je m'adresse à un public que je connais pas, ou au lambda, enfin bref, qui n'est pas forcément très informé, ou j'en sais rien, donc j'essaye de garder enfin comment dire, quelque chose de personnel, mais sans que ce soit non plus trop ostentatoire. Mais ce qui m'a aidé, alors que là c'est beaucoup plus affirmé, mais ce qui m'a aidé, disons, dans cette entreprise, c'est
c'est comment dire, l'aventure blow-up, c'est-à-dire ces vidéos de montage autour d'un compositeur, d'un genre, d'un réalisateur, bon, autour de la musique, et donc où là, la commande quasi de base de Luc Lagier, donc qui en est le créateur et le rédacteur en chef, on va dire, c'était justement d'être personnel, c'est-à-dire de ne pas parler en tant que critique au sens strict du terme, enfin voilà, avec cette supposée objectivité, mais au contraire d'affirmer un jeu, une personnalité. Donc ça m'a libéré sans doute pour une part dans cette affaire-là, et c'est sans doute ça qui a aussi donné ce ton de ce livre, quoi, de ce dictionnaire. Et d'où est parti ce projet en fait? Quelles sont ses origines? Ce projet, alors j'avais, à force de travailler à la radio, à Blow Up, ici ou là, dans des conférences sur le sujet de la musique au cinéma, qui est un sujet qui me préoccupe, enfin qui m'occupe ou me préoccupe depuis pas mal d'années, j'ai eu le sentiment que peut-être à un moment il faudrait que ça devienne, enfin que ça prenne une forme écrite, parce que, comme on dit, les écrits restent, hein. Et donc j'avais peut-être envie aussi, non pas d'une synthèse, mais enfin parce que ça c'est tout sauf une synthèse, mais enfin disons quelque chose qui ferait qui serait un peu la substance même de ce que j'ai envie de dire sur ce sujet. Et il y a eu une rencontre un peu fortuite avec Pierre-Julien Marest, donc l'éditeur du livre, à un moment donné, puisqu'il m'avait sollicité pour une préface à un livre qui tournait un peu autour de Nanni Moretti et de la chanson aussi. Donc il m'a un peu tendu une perche pour un livre, et bon, j'ai commencé à réfléchir, à rêvasser sur ce projet, et effectivement je lui ai proposé. Après j'avais pas mesuré, d'où la parution pour l'instant en un volume qui devrait être suivi des deux autres, que c'est quand même beaucoup de travail, parce qu'en fait ça devient vite un truc, je dirais pas monumental, mais après on commence à voir les noms qui s'accumulent, les choses dans les lettres, et c'est vrai que ça commence, c'est un projet en fait beaucoup plus large et plus ambitieux que ce que j'avais imaginé au début, mais en même temps c'est peut-être normal, voilà, mais je l'avais pas entièrement appréhendé aussi, finalement, j'avais pas appréhendé que c'était autant d'univers différents à réexplorer d'une certaine manière à chaque fois, quoi. Comment voudrais-tu que le lecteur aborde ce livre, si tu devais lui présenter, l'attirer? Le lecteur a toute liberté pour entrer dans ce livre, puisqu'il est comme un dictionnaire, c'est par ordre alphabétique, et après évidemment ça se lit pas forcément de manière linéaire, on peut lire tel ou tel article ou texte parce qu'on s'intéresse à tel ou tel aspect, tel ou tel nombre, donc je dirais qu'il y a une liberté du lecteur qui doit être, qui est laissée de toute façon par la forme même un peu discontinue, fragmentaire du livre. Après ce que j'espère, c'est que ça va, comment dire, que les lecteurs ou les lectrices vont y faire beaucoup de découvertes. Enfin, moi c'est un peu ça l'idée, que ce soit un vagabondage, une promenade, plus qu'une lecture critique pure et dure, hein, voilà, dans un monde que certains connaissent, d'autres moins, et que ça permette effectivement de découvrir un tel ou un tel, ou de se reporter effectivement à la musique dont je parle, d'avoir une possibilité de sentir aussi que la musique ça joue un rôle, quoi, dans le cinéma. Enfin, on le sait, théoriquement on le sait, pratiquement on le sait parfois aussi, mais souvent je m'aperçois en parlant avec des cinéphiles, hein, des gens qui ne sont pas des spectateurs occasionnels, mais que parfois finalement la musique est quand même laissée au second plan, et que au fond c'est pas quelque chose mais parfois elle est même pas entendue du tout, quoi, y compris par des gens qui sont quand même assez férus de cinéma, enfin pas par des gens qui connaissent bien le cinéma. Donc je pense que ça peut aussi être un ouvrage qui peut contribuer à améliorer, enfin à développer la sensibilité qu'on peut avoir de la musique au cinéma, qui est une sensibilité qui d'ailleurs peut se développer sur deux plans, hein. Elle peut se développer en voyant des films, et là effectivement on est plutôt sur la question de comment la musique joue presque en termes de mise en scène, dans un rapport plus ou moins direct avec les images, parfois en contradiction, parfois au contraire en fusion, parfois encore un autre terme. Et puis il y a une autre façon de découvrir la musique au cinéma qui par la musique tout court, c'est-à-dire la culture de la musique de film en CD, en fichier comme vous voulez, en disque, en vinyle, et ça c'est encore autre chose. Et je me suis aperçu quand même ces dernières années que c'était une culture qui était assez vivace, en tout cas qui avait vraiment il y a je
vois même mettons, sur un réseau social Facebook, il y a des pages consacrées à des compositeurs, hein. On voit qu'il y a des gens donc il y a des fans. Bref, donc c'est j'espère que le livre s'adresse à différents publics, en fait, c'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire un public qui peut être assez averti, mais qui a envie soit d'en savoir davantage, soit de retrouver même des choses qu'il aime, et puis un public moins averti qui, lui, va peut-être pas un public, disons, qui est déjà cinéphile, mais moins averti sur la question musicale, et qui va peut-être, lui, découvrir que tel ou tel cinéaste qu'il aime, j'en sais rien, mettons, je sais pas, le nom bien au hasard, il n'y a pas d'article sur lui, mais il y a un article sur un compositeur qui y a lu, par exemple Joseph Losey, la musique chez Joseph Losey, ça peut avoir un intérêt, bon voilà, ou que, j'en sais pas, Dario Argento, que la musique chez Dario Argento, c'est un élément central, à mon sens, de son dispositif, qui parfois est opératique, parfois est psychédélique, mais bon, c'est en tout cas un metteur en scène qui travaille pleinement avec la musique, comme c'est le cas d'autres metteurs en scène. Bon, voilà, il y a une mosaïque dans laquelle, je crois, qui j'espère est assez ludique aussi, le mot, je ne l'ai pas employé, mais ludique, c'est vraiment un mot que j'emploierais peut-être aussi pour attirer, disons, un lecteur potentiel. Finalement, ça renvoie assez bien au projet du livre, c'est-à-dire, encore une fois, quelque chose qui est de l'ordre du jeu, de l'ordre du plaisir, de l'ordre donc d'une forme d'enchantement, en l'occurrence, et puis je peux dire, bon, de façon presque banale, que la musique, et notamment la musique de cinéma, a largement contribué à enchanter ma vie, et on en a quand même bien besoin d'enchantement dans la vie, hein, surtout aujourd'hui, donc voilà, c'est peut-être, c'est pas un feel-good book non plus, hein, n'exagérons pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, en tout cas, qui va dans cette direction-là. Je pense que si j'ai une humeur, enfin, ou un mood comme ça, comme on dit, qui serait le plus évident pour moi, ça serait peut-être la mélancolie, parce que, par exemple, j'adore John Barry, auquel j'ai consacré un texte dans le livre, et John Barry, même si il est associé à des grands thèmes, et James Bond et tout ça, pour moi, c'est le musicien de la mélancolie par excellence, et je l'avais rencontré à la fin de sa vie. Je me souviens qu'il a parlé de plusieurs choses, mais notamment il a parlé de la mélodie, de l'importance de la mélodie pour lui, et c'est pas toujours vrai pour tous les compositeurs, bon. Et il a parlé de la mélancolie qui lui venait visiblement de la Seconde Guerre mondiale et des bombardements, de la période où il a découvert le cinéma, enfin quelque chose qui était lié à l'enfance, puisque finalement la mélancolie c'est toujours un peu lié à l'enfance, et ça m'avait éclairé sur ce que je ressentais dans sa musique sans arriver à le formuler de manière complètement directe, et lui il le formulait parce que c'était son histoire évidemment, et on voyait d'ailleurs que c'était une musique qui était issue de ce corps-là et de cet esprit-là, celui de John Barry, qui était, bon là on voit ce que c'est qu'un auteur aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est presque organique dans sa façon de s'exprimer, y compris dans un langage aussi abstrait que celui de la musique, quoi. Donc moi c'est plutôt, j'adore Philippe Sard là, qui n'est pas dans le dictionnaire pour des raisons alphabétiques, mais auquel je suis en train de consacrer une série là sur les émissions que je fais sur France Musique, Ciné Tempo, et Philippe Sard c'est pareil, c'est quand même très dominé par une forme de mélancolie. Il y a des formes, disons, qui sont l'inverse, c'est-à-dire il y a des musiques qui sont presque hédoniques, je sais pas, je pense à certains passages de la BO de Boublil, de Lalo Schifrin, dont je parle aussi dans le dictionnaire. Par moments c'est vraiment comment dire, une musique du pur plaisir d'exister en Californie, quoi, on pourrait dire ça, quoi, enfin je sais pas, donc j'aime aussi, j'adore ça aussi, donc bon, mais voilà, il faut varier les plaisirs dans la vie, mais disons oui, mon tropisme naturel, si je puis dire, irait plutôt vers les modes mineurs, hein, parce que c'est comme ça qu'on exprime en général musicalement la mélancolie. Moi je suis pas du tout musicologue, mais ça je le sais à peu près, et donc vers une forme de mélancolie, d'ailleurs plus que de nostalgie. Ouais, c'est un point commun avec moi là, franchement. Je pense que tous les cinéphiles sont mélancoliques. Et genre justement, voilà, c'est justement pas une nostalgie, mais moi je vois ton livre comme lié à une certaine mélancolie. Peut-être une mélancolie du souvenir auditif, on va dire, ou voilà, d'une étendue. D'une écoute de la musique reliée à la vie, quelque chose comme ça. Mais je sens une mélancolie dans ce livre que je trouve très, très belle et touchante. Ouais. Oui, mais c'est marrant parce qu'il y a des musiques qui relèvent particulièrement de cette dimension mélancolique. Il y a plusieurs niveaux, par exemple, j'en reviens à John Barry, mais à travers un thème archi connu de John Barry, qui est donc celui des Amicalement Vôtre, donc série anglaise Persuaders, thème absolument parfait, génial et totalement mélancolique. Ce que j'avais peut-être pas perçu quand j'ai découvert cette série quand j'avais 10 ans, à l'époque où elle était diffusée à la télé française, et je
je sais pas si je percevais à l'époque vraiment cette mélancolie-là, alors qu'elle me paraît totalement évidente. Pourtant, c'est une série qui ne l'est pas particulièrement. Mais ce générique avec ces deux trajectoires ponctuées de photos là, des deux personnages, Brett Sinclair et Danny Wilde, et cette musique qui monte comme ça, à la fois dans une espèce de magnificence et en même temps dans un truc qui presque à pleurer, ça m'a vraiment marqué. Et là, donc là, par exemple, ça résonne à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une forme de nostalgie de l'enfance, de la découverte de cette série et de cette musique, enfin bref, tout l'univers qui va avec, et qui était quand même un enchantement, pour revenir au terme, à l'époque, dans un univers où j'habitais en province, dans la région nantaise, dans un endroit qui n'était pas particulièrement, attrayant, et voir et entendre ce générique d'Amin Kelmaro, je pense que ça participait vraiment d'un enchantement, au sens littéral du terme. Donc il y a cette nostalgie-là, ou cette mélancolie-là, et puis il y a la mélancolie du thème en lui-même qui continue à fonctionner. Donc je le dis dans le texte là sur Barry, je crois, que quand j'ai réentendu ce thème dans ce film, un film de Bertrand Bonello, Nocturama, donc film assez étrange et un peu maudit, compte tenu de son sujet, ça m'a saisi, parce que là il y a eu un télescopage de plusieurs émotions à la fois anciennes, qui se réactivaient tout à coup, et ce thème est presque la quintessence de ce que je peux aimer finalement dans la musique de film, et dans la manière dont en effet il produit des réminiscences. Parce que ça, c'est vrai qu'il y a un effet de réminiscence quand on entend un thème de tel ou tel film. Bah oui, ça te renvoie directement à l'image, ça te renvoie à quelque chose qui est peut-être l'objet d'une nostalgie, en tout cas c'est comme un truc perdu que tu retrouves à chaque fois, quoi, qui revient vers toi grâce à la musique. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je me suis aperçu mais ça fait longtemps que j'en ai une conscience plus ou moins diffuse, qu'il y avait un pouvoir d'évocation de la musique par rapport au cinéma qui était considérable. Je sais pas, il y a des musiques qui plus qu'une image, animée ou pas, mais presque plus qu'une image qui te renvoie, qui te fait plonger au cœur de ce qu'est le film, quoi. Je sais pas, je devrais prendre un exemple hyper connu pareil, Pierrot le Fou de Godard, qui est un film qui m'a marqué adolescent, m'a marqué aussi à cause de la musique. Et cette musique, à chaque fois que je le réentends, me renvoie à l'expérience aussi que j'ai eue du film la première fois. Bon, bref, tout ça s'imbrique, et il y a sans doute, oui, une dimension presque proustienne, sans aller trop loin, mais dans la musique de film et dans l'expérience qu'on en fait chacun ou chacune de manière personnelle, parce qu'après ça devient vraiment une expérience très personnelle, évidemment, qui renvoie chacun à ses propres souvenirs, à ses propres films de chevet, à ses propres émotions qui sont captées par la musique, quoi. Il y a des textes où la subjectivité est très affirmée, d'autres où elle l'est moins, où elle est moins en avant en tout cas, donc c'est très très... Il y a des objets d'amour peut-être il y a des objets qui sont plus des objets amoureux, d'autres quand même moins, même si dans l'ensemble, évidemment, ce sont tous des objets, des objets que j'aime. Mais donc oui, la variation, le côté collage, en effet, le côté montage, le côté jamais exactement pareil, oui, ça me va très bien, parce que c'est pas un livre qui revendique une rigueur, entre guillemets, implacable. L'objet amoureux type, c'est Breakfast at Tiffany. Breakfast at Tiffany, ce qui est sans doute ma BO préférée de tous les temps, si j'en avais une, en tout cas c'est celle que je me suis désignée comme telle. Donc oui, là c'est l'objet amoureux par excellence. C'est pour ça qu'il y a quelques films aussi qui sont à la fois des films emblématiques par rapport au sujet de la musique au cinéma, pas seulement pour moi, mais pour un certain nombre de gens, parce que genre l'affaire Thomas Crown Bullitt, je pense que je suis pas les seuls à les aimer, et Diamant sur canapé non plus, Breakfast at Tiffany's, mais Breakfast at Tiffany's, oui, je pense que il y a le côté un peu film idéal et musique idéale, enfin, comme on dit, le film on aimerait habiter, quoi, c'est-à-dire qu'on aimerait habiter, c'est-à-dire, il y a un peu tout ce qu'il faut pour, et c'est marrant parce que je sais pas si j'arrive pas à savoir si c'est un grand film ou pas, mais à la fin j'ai fini par m'en foutre, parce que au fond le film a quelque chose d'idéal pour moi, donc c'est finalement ce qui finit par compter le plus, au-delà de savoir si c'est un chef-d'œuvre ou si c'est totalement abouti ou pas, ou s'il y a des scènes plus ou moins ratées, j'en sais rien, peut-être que c'est sans doute pas un film parfait, mais au fond le film parfait m'intéresse pas plus que ça, donc ça m'intéresse. En revanche, la BO a quelque chose de parfait, et on peut l'écouter. Là c'est l'exemple aussi de la BO qu'on peut écouter en dehors avec le film, sans le film, là je veux dire ça marche dans tous les cas, avec réminiscence, sans réminiscence, il y a pas de, s'il y a un aller-retour permanent, et c'est extrêmement, c'est la musique de pur plaisir, quoi. Et comme par hasard, c'est quand même un film dans lequel on trouve de la mélancolie.
Chez Mancini, qui est aussi un de mes compositeurs favoris, hein, globalement, il y a beaucoup de mélancolie aussi, oui, même s'il a aussi des mélodies très, très entraînantes, enfin bon, voilà, il n'y a pas que de la mélancolie, mais oui, bien sûr. Ah bah oui, sauf que la mélancolie comme celle de Barry d'ailleurs, d'une autre manière, de Mancini, elle est très moelleuse, quoi. Elle est très, elle a quelque chose de tellement agréable, on a tellement envie d'y être, que là, de toute façon, dans la mélancolie, il y a quelque chose de désirable, je pense, hein. C'est pas la tristesse, la mélancolie, c'est autre chose, c'est vraiment, oui, il y a quelque chose de désirable. Donc la musique, qui est malgré tout un élan à la base, la musique c'est pas un truc qui vous plonge dans la dépression a priori, oui, elle incarne parfaitement ça. Le choix s'est opéré de manière à la fois, on va dire, logique et assez aléatoire en même temps, parce qu'il y a des choses que j'ai éliminées, d'autres qui tout d'un coup m'ont paru redondants, parce que par exemple il y a de choisir entre le metteur en scène ou le compositeur. Alors il faut faire quoi? Par exemple, là certaines personnes m'ont dit mais il n'y a pas Jacques Demy, mais Jacques Demy n'y est pas parce qu'il y a Michel Legrand dans le prochain. Donc Michel Legrand, qui a beaucoup travaillé en dehors de Jacques Demy, mais qui a aussi fait la grande majorité des films de Jacques Demy, à part Les Chambres en Ville, disons, c'est quand même... ça m'a pas semblé... J'aurais pu faire un article spécial sur Demy, que j'aime beaucoup, mais ça m'a pas semblé totalement pertinent, parce que dans le contexte de l'article de Legrand, il en sera quand même pas mal question, même si, encore une fois, Legrand a fait plein d'autres trucs. Donc ça s'est fait de façon un peu... J'avais envie d'un peu de variation, j'ai eu aussi envie d'intégrer des figures un peu comme Fred Astaire ou Julien Andrews, qui sont liés à la comédie musicale, mais aussi des personnalités que j'adore en tant que telles, et aussi comme chanteur d'ailleurs. J'ai mélangé, je voulais un peu de rock, de pop, donc il y a Dylan et Bowie par exemple, il y a Brian Eno qui est aussi un peu décalé par rapport à ça, et en même temps j'étais très content, un des articles dont je suis le plus fier dans le dictionnaire, c'est celui sur Bergman, parce qu'il n'y a pas eu tellement il n'y a pas eu tellement d'études sur Bergman et la musique, alors que la musique c'est quand même très très important chez Bergman. Bon, je sais pas, ça a été un peu au gré de ma fantaisie, avec quand même des incontournables, parce que Georges Delerue, c'est difficile de faire un dictionnaire sur la musique au cinéma, même s'il est très subjectif, sans faire figurer Georges Delerue quand même. Bon, c'est quand même, Et ce qui est intéressant dans ton article sur Delerue, c'est que tu mets bien en avant ces musiques les moins connues et peut-être parfois les plus importantes, quoi. Je pense à la musique du Bellon, là. Quelque part quelqu'un. Fabuleuse. Justement, en lisant ton article, j'attendais le moment où tu allais enfin. Je rebondis sur ce que tu dis, ça fait aussi partie des choses que parfois j'avais envie de faire, c'est-à-dire prendre une œuvre connue et parfois l'aborder aussi sous des angles moins, en tout cas mettre en valeur de fait chez Delerue quelque part la partition de quelque part quelqu'un de Yannick Bellon ou celle de Police Python 357 de Corneau, qui sont des partitions très très différentes, très à l'opposé presque d'image qu'on a de Delerue, qui a parfois une image, j'allais dire, pour caricaturer, presque un peu douceâtre ou doucereuse, ce qui est d'ailleurs un peu très exagéré ou un peu méchant, mais parfois il y a ça, en tout cas le côté lyrique, il y a toujours un peu la petite musique de Delerue, et en fait on s'aperçoit que Delerue effectivement a fait des choses parfois totalement en rupture par rapport à... Ce qui est aussi le propre d'un compositeur de musique de film, qui doit à la fois avoir un style reconnaissable, éventuellement, même je pense que c'est mieux, et en même temps qui doit aussi s'adapter à des contextes très très variés, parce que ne va pas faire toujours la même musique non plus, c'est par définition aussi le côté caméléon du compositeur de cinéma, et qu'ils assument en général pleinement, et qui libèrent des potentialités souvent comme les compositeurs le disent eux-mêmes, certains, j'en ai rencontré un certain nombre de ma vie, et souvent ils disent ça, qu'au fond la contrainte les a libérés, quoi. Ce que je comprends tout à fait, parce qu'ils sont obligés d'aller chercher des trucs qui n'auraient pas qui ne seraient pas apparus dans leur musique ou dans leur cerveau s'il n'y avait pas eu l'aiguillon des images, du film, du scénario, bref. Donc tout ça, ça fait partie des paradoxes de la musique de film. Par exemple, il y a aussi le fait qu'il y ait quelques compositeurs qui soient moins connus, ou parfois connus, mais pas forcément pour la musique de film. Bon, moi j'adore Burt Bacharach, mais Burt Bacharach, il est quand même plus connu pour ses chansons pop, mais en même temps, on connaît aussi la SABO de Butch Cassidy, où il y a d'ailleurs un de mes morceaux favoris qui s'appelle South American Getaway, mais en faisant des recherches, notamment pour un blog et tout ça, j'ai découvert
que d'une part il avait fait d'autres musiques, c'est ce que je savais, mais enfin qu'il y avait aussi des chansons parfois dans des films ou des morceaux, enfin, bref, donc on est toujours, et donc mettre un peu l'accent sur Baccarat sous cet angle-là, ça m'amusait, ou alors effectivement mettre en évidence des musiciens qui sont connus des amateurs, type Roy Budd ou John Dankworth ou Bacalov, même bon, Bacalov est déjà un peu plus connu parce que la musique italienne a fait vraiment l'objet d'un culte chez pas mal de monde. Bon, mais voilà, après il peut en manquer aussi, hein, mais il y avait, en tout cas voilà, c'est le panachage entre des noms très connus, des noms moins connus, des réalisateurs, des compositeurs, parfois des acteurs ou des chanteurs, enfin bon, des films, tout ça, c'était un peu l'idée d'essayer de panacher, que ce soit pas monotone, que ce soit pas que un type d'entrée, et qu'à chaque entrée aussi on rejoue un peu, enfin qu'on essaye un peu de relancer les dés, quoi.